Si on est propriétaire d'un appartement en Belgique, ou si on rêve de l'être, on sait que vivre dans un immeuble, c'est un peu particulier. Qui décide de refaire la façade, qui paie pour l'ascenseur en panne, c'est là que le droit de la copropriété entre en jeu. Et aujourd'hui, notre mission, c'est de décortiquer tout ça ensemble pour que ce qui semble compliqué devienne limpide. Imaginez le scénario. Le toit de l'immeuble a besoin d'une rénovation complète. C'est un gros budget. Alors qui a le dernier mot? Un seul propriétaire peut-il bloquer tout le monde? Faut-il l'unanimité? On voit bien que ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Heureusement, la loi a tout prévu pour mettre de l'ordre. Alors, pour y voir clair, voici notre feuille de route. On va d'abord définir ce qu'est exactement la copropriété. Puis, on verra qui sont les personnages clés. Ensuite, on plongera au cœur du pouvoir, la fameuse Assemblée générale. On parlera des droits et des devoirs de chacun et on terminera avec du très concret. Comment ça se passe quand on achète ou on vend? Allez, on commence par les fondations. Bon, pour bien comprendre, il faut partir de la base. D'un point de vue juridique, qu'est-ce que c'est la copropriété? Alors, le Code civil belge utilise une expression qui peut surprendre. Copropriété forcée. Forcée? Vraiment? Oui, et en fait c'est logique. C'est forcé parce qu'on ne peut pas s'en défaire. On ne peut pas vendre son appartement d'un côté et sa part du couloir ou du toit de l'autre. C'est un package indissociable, comme le précise bien l'article 3.78. Et cette distinction, elle est absolument fondamentale. D'un côté, on a les parties privatives, là c'est chez soi, on fait ce qu'on veut. C'est l'intérieur de son appartement. Et de l'autre, il y a les parties communes, tout ce qui sert à tout le monde, le hall, le toit, l'ascenseur, et c'est bien la gestion de ce pot commun qui est le cœur de toute la législation. Ok, on a posé le décor. Mais concrètement, qui s'occupe de tout ça au quotidien? Qui appelle le technicien pour l'ascenseur? Qui paye les factures d'électricité du hall? Voyons ensemble qui sont les acteurs clés. C'est un trio qu'il faut absolument connaître. On a d'abord l'association des copropriétaires, qu'on appelle l'ACP. Ensuite, il y a le syndic. Et enfin, dans les plus grands immeubles, le conseil de copropriété. Chacun a un rôle bien défini. L'ACP, c'est très simple, c'est l'ensemble des propriétaires, c'est le collectif. Dès qu'on achète un appartement, on en fait automatiquement partie. Cette association a une vraie existence légale. Son but, c'est de gérer et d'entretenir l'immeuble. Et c'est elle qui gère l'argent, le fonds de roulement pour les dépenses de tous les jours et le fameux fonds de réserve pour les gros travaux à venir. Alors si l'ACP est le conseil d'administration, le syndic, lui, c'est le directeur général. C'est le professionnel qui est sur le terrain, au quotidien. L'article 3.89 est très clair sur ses missions. Il applique les décisions prises en assemblée, il gère les comptes, il organise les réunions. En bref, c'est le chef d'orchestre de l'immeuble. Mais qui surveille le chef d'orchestre? C'est justement le rôle du conseil de copropriété. Il est obligatoire dans les immeubles d'au moins 20 appartements et il est composé de propriétaires qui sont élus. Leur mission? Garder un œil sur le travail du syndic, vérifier les comptes et s'assurer que tout roule. C'est un peu le garde-fou du système. On arrive maintenant au cœur du réacteur, le lieu où réside le vrai pouvoir. C'est l'Assemblée générale. On peut la voir comme le parlement de l'immeuble. C'est la question cruciale, parce que c'est ici que tout se décide. Comment est-ce qu'on vote? Est-ce que la voix de celui qui a le plus grand appartement pèse plus lourd? Faut-il que tout le monde soit d'accord? Eh bien, la loi a prévu des règles de majorité très précises pour chaque type de décision. Ce tableau, il résume tout parfaitement. En gros, plus la décision est importante, plus il faut de monde pour être d'accord. Pour le quotidien, comme approuver le budget, la moitié des voix plus une, ça suffit. C'est la majorité absolue. Pour des travaux plus conséquents ou pour modifier le règlement d'ordre intérieur, on passe aux 2/3. Pour du très lourd, comme reconstruire l'immeuble, il faut les 4/5. Et le Graal, l'unanimité, c'est réservé aux décisions les plus sensibles, comme changer la répartition des charges entre propriétaires. Mais attention, on ne vote pas n'importe comment. Il y a des règles du jeu, définies par l'article 387. D'abord, le quorum. Il faut que plus de la moitié des copropriétaires soient là. S'il n'y a pas assez de monde, pas de panique, on convoque une deuxième assemblée un peu plus tard, et là, on peut voter, peu importe le nombre de présents. Et pour éviter qu'une seule personne ait trop de pouvoir, la loi limite aussi le nombre de procurations qu'on peut détenir. On a beaucoup parlé du collectif, de l'immeuble dans son ensemble, mais revenons à l'échelle d'une seule personne. En tant que copropriétaire, quels sont ses droits et bien sûr, ses obligations? Être propriétaire, ce n'est pas juste être là pour payer les charges. On a des droits et des droits solides. Bien sûr, on a le droit de faire des travaux chez soi tant qu'on ne touche pas à la structure. Mais surtout, et c'est essentiel, on a le droit de contester une décision de l'Assemblée générale devant un juge si on l'estime abusive. C'est une protection très importante. Le droit à la transparence est aussi garanti, on peut demander à voir tous les documents importants. Et en face des droits, il y a forcément des devoirs.
Le premier, il est financier. Il faut payer ses charges, qui sont calculées en fonction de sa part dans l'immeuble. Ça inclut la contribution au fonds de roulement, mais aussi au fonds de réserve, qui est obligatoire pour anticiper les grosses dépenses. C'est une sorte d'épargne forcée, mais très intelligente. Et bien sûr, il faut respecter le règlement de copropriété, les règles de vie en commun. Allez, on termine avec un moment clé dans la vie d'un propriétaire, le moment de l'achat ou de la vente. Et là, pour éviter toute mauvaise surprise, la loi a mis en place un véritable bouclier d'informations pour protéger l'acheteur. Avant de signer l'acte de vente, l'acheteur doit recevoir toute une série d'informations capitales. La loi oblige le syndic à transmettre au notaire l'état des comptes, les dettes éventuelles du vendeur, les travaux qui ont déjà été votés, s'il y a des procès en cours, et même les comptes rendus des dernières assemblées. Ça permet à l'acquéreur de savoir exactement où il met les pieds et s'il y a de grosses dépenses à prévoir. Et une question qui revient tout le temps. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent qu'on a déjà versé quand on vend? La loi est très claire. Le fonds de roulement, c'est l'argent du quotidien. Le vendeur récupère donc sa part. En revanche, le fonds de réserve, c'est l'épargne à long terme de l'immeuble. Cet argent-là, il ne bouge pas, il reste attaché à l'appartement, pour le futur propriétaire. C'est l'héritage pour les gros travaux à venir. Voilà, les grands mécanismes de la copropriété sont posés. La loi offre un cadre très clair pour équilibrer les droits de chacun avec l'intérêt du groupe. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que ces règles sont bien appliquées dans votre immeuble? La gestion est-elle aussi transparente et efficace qu'elle devrait l'être? Parce qu'au final, une copropriété qui fonctionne bien, c'est avant tout grâce à la vigilance et à l'implication de chaque copropriétaire.